Salut, aujourd'hui nous allons essayer de répondre à cette question essentielle pour une association, c'est quelle est la meilleure banque pour une association? Et nous allons évoquer tous les critères de choix qui comptent vraiment. Alors, qui suis-je pour pouvoir vous aider dans ce domaine-là? Je suis Esther, je suis Associative Angel, c'est-à-dire que j'accompagne les associations aussi bien sur la communication, sur l'accompagnement en général et la formation des bénévoles. Voici le sommaire de ce module. Donc, nous allons voir les notions de survie des présidents, un critère de tarif, un critère de service et un critère de facilité. Ce qui est évident, c'est que Chopenline a beau être spécialisé en communication des associations, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Une des questions les plus posées sur mon groupe Facebook est « Quelle est la meilleure banque ?» ou toute autre formulation, hein, variante, ça c'est pas grave, ça revient même. Mais toujours la même question et toujours les mêmes réponses en commentaire. Alors, voilà, pourquoi on est là aujourd'hui? C'est parce que j'ai décidé de simplifier vos recherches en centralisant toutes les informations dans un même dossier. Mais je vais rester sur la ligne de conduite habituelle de ce blog et de cette chaîne YouTube en vous apportant un point de vue inédit qui va vous pousser à la réflexion plutôt que de vous donner des réponses cash, comme ça. D'accord? Moi, je veux qu'on réfléchisse. Premier point, quelles sont des notions de survie pour un président? Parce que je pense que la plupart ne se rendent pas compte à quel point le choix d'une banque, toutes mes excuses, le choix de la banque est important. Parce que pris dans l'action, il arrive souvent que dans les associations, les procédures ne soient pas vraiment homologuées. Hein. Elles sont mises en place, puis elles sont maintenues sans que personne s'inquiète. Tant que tout va, les choses peuvent continuer ainsi. Mais le jour où il y a un problème qui survient, le président se retrouve en première ligne de la responsabilité. Ce qui est normal, hein, puisque sa mission consiste justement à encadrer l'équipe associative. Donc, le respect des procédures réglementaires est primordial pour assurer un fonctionnement correct. Le fameux dicton « le temps, c'est de l'argent » s'illustre et douloureusement quand le président subit les conséquences financières d'une situation dont il avait négligé la régularisation faute de temps. Donc, messieurs, mesdames, les présidentes et présidentes d'associations, prenez le temps de faire les choses correctement, en particulier quand il s'agit de la banque. Et oui, là, vous le voyez, obligation. Il est obligatoire qu'un compte soit ouvert au nom de l'association. Parce qu'en tant que responsable associatif, vous ne devez absolument jamais oublier le principe absolu à but non lucratif personnel. Donc ça, je pense que je vous l'ai détaillé. Voilà, hop, 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 hop. Hop, voilà, attention. Donc, à but non lucratif personnel. J'insiste sur le personnel. Parce que même si vous êtes honnête, vous devez toujours être en mesure de prouver que les fonds trouvés par l'association restent la propriété de l'association, sans que vous vous en serviez à titre privé. Et en aucun cas, choisir la meilleure banque implique de mélanger les avoirs de l'association et les vôtres. Donc, si pour rendre service ou par esprit de simplicité, vous utilisez votre compte bancaire personnel pour les opérations de votre association, vous ne pourrez rien prouver. C'est obligé. Tout simplement, pour encaisser les chèques, ils devront bien être à votre nom. Sinon, vous ne pourriez pas les mettre sur le compte. La même chose pour les dépôts d'espèces. Donc, dans ce cas, quand tout va sur votre compte, au lieu d'aller sur le compte de l'association, le fisc va considérer que ces entrées d'argent sont à votre bénéfice. Et donc, on n'est plus sur le but non lucratif personnel. Et en dépit de ce que vous pourrez dépenser en contrepartie pour l'association, même si c'est bien plus que ce que l'association gagne, même si vous êtes donateur en fait, seules les recettes seront prises en compte et considérées comme détournées. Je vous assure que c'est un nœud de vipère qui peut vous attirer de très gros soucis en justice. Depuis, en plus, c'est clair, c'est qu'actuellement, il est quasiment impossible de payer certaines de ces prestations sans un virement ou un chèque. Je ne sais pas, par exemple, vous ne connaissez pas des assurances qui acceptent la petite monnaie. Ou, de plus, aucune institution ne versera une subvention en espèces, par exemple, ni sur un compte privé, personnel. Donc,
la vie quotidienne de l'association vous contraint à l'ouverture d'un compte en banque à son nom. Et puis, bien sûr, là, on en revient à la question initiale. Quelle est la meilleure banque pour une association? D'accord? Allez, on avance sur le thème suivant, c'est qui est responsable de l'argent? Je crois que vous commencez à comprendre que le président est 100% responsable. Et oui, ça concerne la gestion financière et vous êtes responsable personnellement. C'est-à-dire que comprenez-là que si pour une raison ou une autre, la structure subit une interdiction bancaire sur le compte de l'association, le président aura la même restriction sur ses comptes privés. Le président sera aussi interdit bancaire, par exemple, quels que soient les montants dont il dispose à titre personnel, y compris s'il est client d'une autre banque que celle de l'association. Vous êtes considéré comme quelqu'un inapte à gérer un compte en banque, que ce soit celui de l'association ou le vôtre, c'est la même cause pour les banques et à bloc tout. Ah ouais, ça je sais, ça peut calmer, ça c'est sûr. Et brusquement, la meilleure banque pour une association devient aussi la plus rigoureuse pour protéger un responsable élu. Vous vous rendez compte qu'une banque qui est un petit peu olé olé va vous laisser faire des choses inadaptées qui ne seraient pas bonnes pour vous. Donc, en fait, le trésorier qui a l'autorisation de signature, ça ne protège pas du tout le président. Cette soi-disant signature correspond en vérité à une procuration sur le compte. Chacune des opérations bancaires réalisées par le trésorier engage en réalité la responsabilité du président. Pensez à la même chose dans votre couple ou en tant que parent vis-à-vis des enfants, c'est pareil. Donc, comme les personnalités toxiques chassent aussi dans le monde associatif, on l'a déjà vu sur d'autres modules, aucune structure, même associative, n'est à l'abri d'un abus de confiance morale de la part d'un élu associatif. Ce n'est pas parce que le trésorier a l'air d'être là de plein de bonne volonté qu'il l'est réellement. Alors, je ne mets pas en cause tous les trésoriers, il y en a qui sont très honnêtes, on est d'accord. Mais on a le droit de se méfier. Dans les cas de détournement de fonds, c'est-à-dire de vol, le pire peut être évité si l'escroc se contente de vider les caisses, sans dépasser les montants disponibles. Dans ce cas-là, l'association perd tous ses avoirs, mais le compte reste fonctionnel. Mais si en plus, l'escroc signe des chèques sans provision, chèque en bois comme on dit habituellement, les conséquences atteignent l'association en tant que personne morale, mais aussi le président en tant que personne physique. C'est pourquoi, moi, j'ai un conseil absolu, la grosse parano, d'accord? C'est que le président soit le seul signataire en banque. Le trésorier peut très bien surveiller l'état de la trésorerie et tenir un rôle de préparateur en opération bancaire. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il va endosser les chèques, comptabiliser les espèces, sceller les enveloppes de dépôt, préparer les chèques pour les paiements de factures, pointer les relevés mensuels pour voir si tout correspond à ce qui avait été envisagé. Il peut faire le bilan financier du fonctionnement quotidien ou le bilan financier pour l'Assemblée générale, les dossiers de subvention, ainsi de suite. Mais en aucun cas, le président ne peut se décharger de cette surveillance, même superficielle des comptes, parce que c'est de sa responsabilité personnelle. J'insiste, je prends un petit moment de pause pour que vous intégrez bien cette information. Elle est trop importante pour que vous la négligiez. Ensuite, soyons clairs, avant d'aborder cette question de prix, une banque, ça ne fait pas l'autre. Et en gros, demander quelle est la meilleure banque pour une association sans plus de précision, ça ne peut pas aboutir à une réponse adaptée à la situation précise de votre association. Il va falloir vous pencher sur la question de manière individuelle. Parce que quand vous demandez à la volée, comme ça, chacun va avoir à cœur de donner son avis, de partager son expérience. C'est bien, c'est fait pour. Mais les critères sont multiples et composites. Ceux du voisin ne sont pas ceux de votre équipe. Alors, on va voir ensemble les points qui me paraissent importants pour établir ce qui est vraiment la meilleure banque pour votre association. Apparemment, je le dois trop fort. Donc, le premier critère, en tout cas celui qui est le plus examiné par les associations, c'est le prix. Les frais de banque sont souvent considérés par les équipes de bénévoles comme des charges fixes
injuste, voire insurmontable. Mais en vérité, il en va de même pour toutes les dépenses dont on ne perçoit pas la correspondance matérielle, hein. L'assurance, la publicité sur Internet, etc. À titre perso, les impôts et tout ça, c'est pareil, hein. Ça nous saoule toujours de payer cette chose-là. Donc, la question récurrente, quelle est la meilleure banque, sous-entend généralement, quelle est la banque la moins chère? Mais soyons clairs, ces services bancaires ont besoin d'un travail humain pour fonctionner. Et ces employés, eux, ils ont besoin d'un salaire pour vivre. Il est donc indispensable pour l'entreprise bancaire de gagner de l'argent quand elle fournit une prestation à un client. C'est le fonctionnement de toutes les entreprises. D'ailleurs, par définition, pour être client, il faut payer. Donc, si vous ne payez pas, vous n'êtes pas réellement client. Vous êtes seulement l'heureux bénéficiaire d'un acte solidaire. On n'a pas forcément les mêmes exigences. Voyons tout d'abord la réalité du système. Donc, on vient de le dire, une banque est une entreprise. Elle n'a pas du tout vocation caritative, ce qui ne l'empêche pas éventuellement d'avoir ses propres engagements solidaires, mais ce n'est pas forcément auprès de toutes les associations. Ça a été choisi dans un comité de direction, ainsi de suite. Eux, voilà, ils font telle chose. Et le reste du temps, ils font leur travail. C'est leur travail et leur métier, c'est de garder l'argent des autres, le vôtre en particulier. Et pour ce travail, une entreprise mérite sa vie, tout simplement. Comme chacun d'entre nous quand on travaille. Alors, si vous n'avez pas les moyens de dépenser la somme qui vous est demandée, ça peut se comprendre. On le vit nous tous au quotidien, hein, dans notre vie personnelle. Mais en revanche, il n'y a vraiment pas lieu de s'offusquer du prix, parce que dans ce cas, c'est simplement à votre équipe de mettre les actions en place pour trouver l'argent. Exactement comme vous le faites dans votre vie. Vous trouvez que quelque chose est cher, ou tout simplement parce que vous n'avez pas les moyens, et vous mettez en place ce qu'il faut. Vous faites des économies ou des choses comme ça. Vous faites le nécessaire pour, à un moment, pouvoir payer ce produit ou ce service qui vous intéresse. Donc, par exemple, organiser un loto pour une association ou mettre en place un système de microdons ne vous impose pas de réserver les bénéfices uniquement à votre mission directe. Vous êtes tout à fait autorisé à utiliser les fonds gagnés à cette occasion-là pour le fonctionnement quotidien de votre club. Ce n'est pas ce qui est le plus recommandé, mais on a le droit de prélever une partie pour le fonctionnement. Et soit dit en passant, moi je vois des associations mais éplucher dans les moindres détails les nombreux comparateurs entre établissements bancaires. Je vais vous mettre des liens en description pour trouver directement des comparateurs utiles et pratiques. Et ce qui est sûr, c'est que vous trouverez toujours moins cher. Et puis, ces classements des banques sont très factuels. Tarifs, rendements, liste de services, etc. Pour ma part, ce travail comparatif me paraît complètement illusoire, puisque d'une région à l'autre ou d'une banque à l'autre, les produits bancaires ne sont pas les mêmes. Comment comparer des choses qui ne sont pas équivalentes? Moi, je dis autant comparer une Dacia familiale et une Ferrari décapotable pour savoir laquelle est le meilleur 4x4 de montagne. Enfin, voilà. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire ça. C'est-à-dire que quand sur Internet, vous demandez quelle est la meilleure banque pour une association, vous devriez préciser pour quel service exact et puis dans quelle région. Et là, on peut commencer à travailler de manière précise à trouver une réponse exacte. Donc, il est essentiel, quand vous faites cette étude comparative, c'est déjà de valider la part des prix réguliers, par exemple les frais de tenue de compte mensuels, mais aussi d'évaluer les frais exceptionnels, par exemple un rejet de banque, ou annexe, des frais de virement. Par la même occasion, pensez à vérifier le montant minimum pour le premier apport à l'ouverture du compte. Il faudra avoir cet argent, ça c'est évident. Il faudra peut-être que quelqu'un le prête momentanément à l'association pour pouvoir faire cette ouverture et ensuite le récupérer lorsque l'association aura des fonds propres. En situation d'urgence, le délai de latence avant de pouvoir le récupérer peut être un argument décisif aussi. Dans combien de temps on va vous ouvrir le compte? Alors, après la théorie, forcément, va venir le temps de la pratique pour décider quelle est la meilleure banque.
La vérité, la réalité vécue surtout, n'a parfois aucun sens avec les tarifs annoncés sur les brochures officielles. Parce que chaque agence bancaire est libre de sa politique commerciale et les remises qu'elle octroie à ses clients ou à ceux qu'elle espère attirer. Donc, il faut aller voir tout. Alors, j'entends beaucoup parler, on pose souvent la question des banques en ligne. Parce que c'est vrai que sur Internet, le monde entier est à portée de clic. Et évidemment, en dehors de toute escroquerie, on trouve des entreprises qui sont installées à l'autre bout du monde. Forcément, elles ne payent pas d'impôts, elles ne contribuent pas au système économique de notre pays. Elles n'ont pas d'agence de proximité, elles ont peu d'employés. Donc forcément, avec si peu de charges fixes, usines ou banques peuvent absolument se permettre d'annoncer des tarifs très faibles. C'est indéniable qu'ils sont attractifs pour ceux dont l'argent est la valeur absolue. Mais sincèrement, moi je trouve que c'est étonnant de la part d'associations qui mettent l'humain et les relations de confiance, de proximité et de solidarité en avant, de vouloir travailler avec ce genre d'établissement qui ne crée pas ce lien. Moi, l'aspect non éthique de ces structures les disqualifie d'office, de sorte qu'il est difficile de prétendre être la meilleure banque pour une association quand on est une banque en ligne. Après, je ne juge pas de ceux qui iront travailler avec eux. Mais à cela, il s'ajoute un vrai problème sérieux. C'est celui des paiements physiques, que ce soit des chèques ou des espèces. Parce que l'encaissement des chèques, ça va engendrer des frais supplémentaires exorbitants, aggravés de délais dissuasifs. Et puis alors, au dépôt d'espèces, généralement, ils sont tout bonnement impossibles sur une banque en ligne. Et d'ailleurs, la quasi-totalité des banques en ligne se consacrent exclusivement aux entreprises et refusent d'ouvrir des comptes aux associations. Certaines associations ont pu bénéficier à une époque de comptes en ligne. Certaines arrivent encore à ouvrir un compte professionnel auprès des banques en ligne. Il faut vraiment peser le pour et le contre avant de rentrer dans un système de la sorte. C'est bien l'objet de ce dossier aujourd'hui. Alors, justement, moi, je ne vais pas plus vous parler des banques en ligne. Je crois que vous avez compris ce que j'en pensais. Je vais vous parler d'un exemple vécu. Je vous parle de ma vie, allez. Bon, 5 minutes, même pas 5 minutes, quelques minutes. Tout simplement, quand j'ai voulu acheter une maison, à titre personnel, moi aussi, je suis qu'un être humain, et j'ai cherché le meilleur crédit possible. Et alors là, j'ai découvert un autre monde. Il y avait certaines banques qui annonçaient un taux très faible et qui consentaient seulement un prêt à 80% du montant nécessaire. À moi de me débrouiller pour les 20% restants. Sur le prix de la maison, je les avais pas. Voilà. Il y en a une qui m'a prise de haut en me signalant que je n'étais pas mariée. Ok, ça me semblait être un critère sérieux et primordial pour le conseiller. Pour moi aussi, mais d'une autre façon. Donc, de toute évidence, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Je ne me suis pas vue signer un papier chez lui, c'était sûr. En parallèle, il y a une banque qui m'acceptait un prêt immobilier à 110% sans garant, parce que j'avais aucun garant. 110%, ça permettait de couvrir et le crédit de la maison et les frais, par exemple, de l'agence immobilière ou les frais notaires. Mais en revanche, les intérêts étaient un peu plus importants. En vérité, là, les différentes banques, entre autres cette dernière, elle était peut-être prête à des sacrifices, par exemple les 110%, pour attirer de nouveaux clients. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour eux. Pourquoi eux étaient prêts à tout ça et pas les autres. Ça les regarde. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai pas choisi le prix. Je n'ai pas choisi le taux des intérêts. J'ai choisi le service dont j'avais besoin. Pensez-y. Quand vous allez choisir la banque pour votre association, c'est de quel service avez-vous besoin? Je continue sur ma petite vie. Plus tard, lorsque j'ai fondé mon association de loisirs créatifs, je n'ai pas cherché la banque la moins chère. Là, vous voyez, j'ai complètement changé d'approche. Je n'ai même pas regardé les tarifs. J'ai seulement demandé à mon conseiller habituel. Je suis allée me voir, au fait, comment on fait pour ouvrir un compte pour mon association? Et puis, j'ai bien fait, parce que j'ai eu la très bonne surprise.
c'est qu'il ouvre un compte pour lequel notre association ne paye aucun frais bancaire. Cela fait 11 ans que notre association, que notre banque fait cadeau à mon association des frais bancaires. Alors, est-ce que c'est une politique générale de cette banque ou le choix du responsable de cette agence locale? Est-ce que c'est un privilège exceptionnel ou est-ce que toutes les autres associations du village ont le même avantage? Je n'en sais rien. Moi, je constate 11 ans que je ne paye rien, que l'association ne paye rien. Et je vous avoue que la question, elle ne se pose pas vraiment, hein, puisque de toute façon, nous n'avons pas discuté ni les prestations, ni les prix, ni quoi que ce soit, et qu'au final, on est content de ce que l'on a. Je ne vais pas chercher plus loin. Hein. Et surtout, je ne vais pas chercher moins cher, par définition. Mieux, moins cher, je ne vois pas comment on pourrait faire. Moi, ce que je note dans cette expérience, c'est qu'à tout prendre, le service et l'humain ont été plus déterminants que le prix pour choisir la meilleure banque. Il n'y a pas que l'argent. Je vous le dis souvent, il n'y a pas que l'argent dans la vie des associations. Du coup, passons au deuxième critère. C'est celui des services. Les échanges d'expériences sur le groupe Facebook, lié avec Chouponai, révèlent que certaines associations utilisent un compte bancaire professionnel. On en a parlé tout à l'heure. Généralement, il est inadapté à leurs besoins et présente l'inconvénient de coûts importants. Parce que ce n'est pas les mêmes services, tout simplement, qui sont pour une entreprise que pour une association. Donc, il est à ce moment-là quand même franchement légitime de se demander comment choisir la meilleure banque a pu les conduire à cette situation. Et moi, dans ces cas-là, je me demande si le conseiller mérite vraiment son titre. Ce qui est certain, c'est que vous allez d'abord commencer petit, tout simplement, à la création d'une association. Hop, immédiatement, on ouvre un compte en banque. Ça, on est d'accord. Mais à vos débuts, l'association, elle a peu d'adhérents, peu de bénévoles et puis peu de revenus. En toute logique, la structure, elle a aussi peu de besoins en services bancaires. Donc, dans un premier temps, un contrat de base suffit à régler les opérations simples. Puis, au fur et à mesure que l'association se développe, les besoins augmentent. Un compte épargne, une carte bleue, ainsi de suite. Donc, il est tout à fait temps, à chaque étape, de revoir le dossier d'accord et de choisir une formule plus conséquente et plus adaptée. Faites les choses petit à petit. C'est comparé exactement avec un enfant qui commence en plaçant son argent de poche sur le livret A, puis à l'adolescence, il découvre les comptes d'initiation avec le livret jeune et l'argent qu'il a gagné par ses emplois étudiants, puis enfin, adulte, il accède au pack complet avec ses revenus professionnels. À chaque âge, des besoins différents et des solutions adaptées. C'est pareil pour votre association. À chaque étape de progression, vous allez avoir des besoins bancaires différents et des solutions bancaires différentes. Ne commencez pas par le gros pack le plus coûteux avec le max de services. Vous n'en avez pas forcément besoin dès le début. Moi, forcément, ce que je vous conseille, vous avez bien compris, hein, c'est, je reviendrai sur le tableau actuel, je fais un petit détour par celui-ci, c'est d'évaluer les services bancaires utiles à votre association. On est d'accord, hein, ça ne sert à rien de griller les étapes, on vient de le voir, surtout qu'il est franchement possible d'évaluer les changements à tout moment, et aussi souvent que nécessaire, 3 fois dans l'année s'il y a besoin, c'est pas grave. Donc, avant de choisir la banque, la meilleure banque, listez en détail ce dont vous avez réellement besoin à court terme, là, maintenant. Vous avez besoin de quoi? Donc, vous voyez, je vous ai fait ce tableau où vous pouvez voir qu'en termes de moyens de paiement, est-ce que vous allez chéquier, carte de retrait, carte de paiement? Avez-vous besoin de tout ça? Apport d'argent? Est-ce qu'il y a un automate pour les dépôts? Comment ça se passe pour les virements internationaux? Est-ce qu'il y a un livret d'épargne? Est-ce que vous avez besoin d'un livret d'épargne? Pour les financements, est-ce qu'il y a une autorisation de découvert? Est-ce que votre association a besoin d'un prêt bancaire? Est-ce que la banque a un programme de subvention de projets particuliers? Et pour la gestion quotidienne, quelle est la répartition des agences sur la France, par exemple, si vous êtes une association nationale? Bon, si vous êtes local, voilà, il faut qu'elle se soit adaptée. Est-ce qu'il existe une application mobile, gratuite ou pas, pour pouvoir accéder à vos comptes à distance? Ça peut rendre service aux bénévoles. Est-ce que la banque a un service de logiciel de gestion qui vous permettrait
de pouvoir suivre votre comptabilité de manière plus simple. Attention, généralement, ce logiciel est aussi un piège. C'est-à-dire que le jour où vous quittez la banque, vous n'avez plus de logiciel, tout ce que vous aviez mis dans la base est perdu, ou alors il faut tout recommencer. Méfiez-vous de cet avantage. Et puis en bonus, ça dépend complètement les uns les autres. Il peut y avoir une bibliothèque en ligne de ressources très intéressante où on pourra piocher des informations. Il y a des banques qui ont une vraie politique de lot, de coupe qu'elles vont remettre, offrir aux associations à l'occasion de challenges, de compétitions. Certaines ont une politique d'impression gratuite de vos affiches, de vos prospectus. Alors, des fois, il y a des limites, des conditions, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Et puis, elles peuvent éventuellement vous mettre à disposition un terminal de paiement qui vous permet d'accepter, par exemple, les cartes bleues lors d'événements. Tout ça, ce sont des services que vous pouvez lister et savoir lesquels dont vous avez réellement besoin. Ce n'est pas parce que la banque les propose tous que vous en avez besoin de tous. Alors, on va voir aussi, je reviens sur mon tableau précédent. Ça, c'était un petit détour. C'est d'accepter les limites. Moi, je vous mets en alerte sur le marketing parce qu'il n'y a rien qui m'énerve le plus en marketing que la poudre de perlimpinpin. Et dans cette veine, par exemple, je vous dis ça, c'est un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une pub pour un gel douche en plastique. Mais ce n'était qu'un banal savon. Moi, je ne m'en remets pas d'un truc comme ça. C'est du bluff total. Donc, faites attention aussi. Les banques, c'est des entreprises. Donc, elles aussi, elles font appel à des services marketing. Certaines vont être très subtiles. Elles vont vous promettre un service gratuit contre... Hop, sous les 3 petits points, vous complétez. Mais que la contrepartie soit un don ou l'achat de parts sociales, ce n'est pas réellement gratuit, puisque c'est contre quelque chose. Même si ce n'est pas vous qui payez, si c'est quelqu'un qui donne quoi que ce soit pour que vous puissiez bénéficier de ce service, c'est qu'il est payant. Disons les choses telles qu'elles sont. Donc, écoutez bien les mots précis employés pour vous présenter la future collaboration. La meilleure banque pour votre association utilise les mêmes mots que vous, sans poudre aux yeux. Et alors là, parlons de la monnaie virtuelle. On a vu tout à l'heure les banques en ligne, mais en marge de la question de linguistique, de comment me parle la banque, le monde actuel offre des opportunités que certains n'ont pas encore vraiment assimilées. On est d'accord. Et dans le cadre d'un dossier sur l'argent, je suis obligée de vous évoquer la crypto-monnaie et les banques virtuelles. La monnaie numérique n'est pas encore entrée dans les mœurs, ni du public, ni des banques traditionnelles. Donc, dans ce contexte, ayez vraiment présent à l'esprit que si vos financements s'appuient sur cette méthode, il est possible qu'une banque classique prenne peur, tout simplement, parce qu'ils ne savent pas de ce dont il s'agit. Donc, attendez-vous à essuyer de nombreux refus pour ouvrir un compte courant, même si vous avez des dossiers en règle et même si toutes les pièces justificatives et les capitaux sont suffisants, juste parce qu'ils trouvent opaque la source de vos revenus et qu'ils ont peur d'être embarqués dans des choses non réglementaires. D'accord? Alors, troisième critère qui a ma préférence, je vous l'avoue, ça c'est clair. Hop, je passe sur ce tableau qu'on a déjà regardé. C'est le critère de facilité. Parce que, on est d'accord, c'est qu'une association est là pour et grâce aux personnes qui la constituent. Moi, je trouve que ce serait quand même un comble que les bénévoles pâtissent dans leur mission des décisions qui ne tiennent pas compte de l'aspect humain. Déjà que les associations se plaignent de ne pas avoir de bénévoles, si en plus elles leur compliquent le travail, ça ne va pas s'arranger. D'accord? Donc, le choix de la banque ne concerne pas tous les bénévoles. Loin de là. Seuls le président et le trésorier sont impliqués. Donc, ça permet quand même une grosse latitude. Mais devant un si petit effectif, à mon avis, il doit être facile de trouver une solution qui leur facilite à eux leur mission de bénévolat. Alors, lorsque l'un d'eux cédera sa place à un remplaçant, il sera bien temps de reconsidérer si les critères retenus à l'origine
comme étant prioritaires sont toujours d'actualité. Peut-être pas, les choses changent. Peut-être que vos critères vont changer. Mais un problème après l'autre, c'est déjà bien suffisant. Premier critère, c'est faciliter le travail des bénévoles qui s'occupent de la comptabilité. Moi, un des pôles. Dans ce critère de facilité, deux pôles, la proximité. Est-ce que toutes les publications qui sur les réseaux sociaux demandent quelle est la meilleure banque ignorent que toutes les banques n'ont pas les mêmes organisations internes? Font semblant d'ignorer, j'en sais rien, mais en tout cas, elles n'évoquent pas ce cas-là. Et alors que certaines de ces banques ont un service général qui est dédié aux associations. Et ceci a une conséquence immédiate. 1, ce n'est pas l'agence où vous vous présentez qui gère directement l'argent. Et 2, des délais qui sont prolongés pour les transmissions de documents avec parfois des couacs. Là, on a des beaux témoignages sur ce coup-là. Alors, je vous donne un exemple concret, même si je ne veux pas lancer la pierre sur cet établissement. C'est qu'en milieu rural, la Poste, nous le connaissons tous, en fait, est une agence postale qui doit se référer au vrai bureau de poste du secteur. D'accord? Ça a l'air d'une poste, ça a l'odeur d'une poste, ça a la couleur d'une poste. Mais ce n'est qu'une agence, une petite délégation. Ce qui fait que chaque opération, que ce soit pour votre courrier, que ce soit pour vos colis, mais aussi pour l'aspect financier, doit transiter par tous les intermédiaires avant d'être enregistré. Et puis, soit dit en passant, en milieu rural, les horaires d'un tel organisme sont souvent très restreints, très, très restreints. Donc, seront-ils vraiment compatibles avec la disponibilité du bénévole? Si le président ou le trésorier ne peut jamais se rendre au comptoir, certaines opérations vont être compliquées. Regardez ça, comme quoi on est au-delà du tarif. On ne parle plus d'argent, là. On parle de quotidien, de vécu. Après, on peut prendre des cas extrêmes. Les associations à forte amplitude géographique, comme tout simplement qu'une association qui est de portée nationale, elle peut très bien élire un président et un trésorier qui vivent sur des régions différentes. Et puis même, s'ils étaient voisins, alors très relatif, on peut très bien imaginer que le métier de l'un d'eux l'oblige à de nombreux déplacements. Dans ces cas-là, une domiciliation hors zone complique toutes les démarches. Donc, il faut voir ça. Il faut aborder cette question avec la banque que vous êtes en train d'analyser, de prospecter, je dirais. Autre cas fréquent, celui des associations dont les activités caritatives se déroulent soit outre-mer ou à l'étranger, mais dont les actions de financement se passent en France, en métropole. Dans ces deux cas-là, nationales ou internationales, de plus de banques proposent des démarches à distance, en visioconférence, mais pas toutes. Alors, à vous de voir si ce détail marque une différence, en plus des frais de transfert et de change qui vont avec l'internationalité. Moi, justement, sur le change, les frais de change, je me souviens d'une cagnotte vers l'Afrique qui m'a coûté plus cher en commission sur le change des devises que le don lui-même. Pourtant, je n'avais pas fait un petit. Voilà, ça pique un peu. Un autre critère de choix sur la facilité, ça va être le relationnel. Alors, dans ce dernier chapitre, on va forcément aborder l'humain dans toute sa faiblesse. D'abord, le conseiller. C'est la première personne à qui vous allez parler. Il est évident que la plupart des conseillers travaillent avec conscience, mais leur caractère ou leur personnalité ne colle peut-être pas avec celle de vos bénévoles. Moi, histoire vécue, pour mon association, l'adorable responsable d'agence est partie à la retraite. Okay. Et elle a été remplacée par une dame très désagréable. On est passé d'un extrême à l'autre. Alors là, pour le coup, c'est fini le bavardage pour prendre des nouvelles des enfants et des chiens. Bon, ok, après tout, c'est pas son job, pourquoi pas. Mais il n'était plus jamais possible de lui parler directement. Envoyer un mail, c'était la réponse passe-partout à toute demande. Et puis, bien sûr, vous doutez que tous ces mails disparaissaient dans le cyberespace pour ne jamais revenir. Alors moi, je suis du genre patiente, d'accord. Puis, les besoins en service bancaire de mon association sont très faibles. Alors, j'ai fait canard, j'ai laissé passer le temps jusqu'à son propre départ à la retraite. Mais en attendant, je réduis mes relations avec la banque au strict minimum.
Je pense qu'ils perdent des opportunités pour ça. Donc, pesez bien la qualité des relations humaines parmi tous les autres paramètres. La meilleure banque pour votre association ne cochera pas forcément toutes les cases. C'est à vous de choisir ceux qui sont importants et que les manquements soient admis en toute conscience et pas subis à contre-cœur. L'assistance, en cas de problème. Ouais, le conseiller le plus adorable du monde ne pourra jamais vous donner plus que ses compétences effectives. Et là, il faut bien imaginer qu'une banque dont l'argent est le cœur de métier, c'est-à-dire qu'ils ne font que ça, ils ne font que banque, ils ne font rien d'autre à côté, elle emploie des personnes qui sont très spécialisées. Donc, une banque de la sorte ne traite que des dossiers bancaires. Et ces personnes-là sont confrontées à un grand nombre de situations, donc elles maîtrisent beaucoup mieux les procédures spécifiques. Pour exemple, et pour ne citer qu'elle, une fraude sur Internet. Plus le conseiller est confronté à ce genre de situation, plus il est formé et plus il est apte à vous aider de manière adaptée et rapide lorsque vous-même vous rencontrez le problème. Alors, en revanche, je mets en garde les jeunes équipes associatives qui doivent surtout se méfier et refuser l'ingérence de conseillers dans le fonctionnement et la gestion de leur association. C'est chacun son job. La banque s'occupe de l'argent et c'est tout. Récemment, un des conseillers, quand on a parlé sur les réseaux sociaux, a prétendu à une fondatrice de l'association que l'assurance n'était pas obligatoire la première année. C'est faux, c'est faux. Heureusement qu'elle a eu la bonne idée de vérifier auprès de moi, qui suis spécialiste du monde associatif. Chacun son job. Eux, c'est l'argent. Moi, c'est la communication des associations, c'est le quotidien des associations. Méfiez-vous, recoupez les informations que l'on vous donne. Autre point qui peut être plus compliqué à admettre, c'est quelle est l'image la banque a-t-elle de vous? C'est-à-dire que si, par facilité, et je vous encourage très vivement dans ce sens-là, vous voulez, par simplicité, ouvrir le compte bancaire de votre association là où vous avez vos propres comptes personnels, votre propre situation va influencer l'accueil de la banque en tant qu'entreprise à votre nouvelle demande. Il va y avoir un amalgame d'images de marque, d'images personnelles. Alors, ça, c'est que vous soyez riche ou pauvre, le conseiller accepte peut-être une relation commerciale avec vous, mais sans souhaiter la développer en accueillant aussi l'association dont vous êtes responsable. Vous voyez? Ce n'est pas obligatoire. Et je donne des exemples négatifs, je ne vous les souhaite pas, mais par exemple, si votre compte personnel est sans cesse à découvert, ou si vous avez des accidents de paiement fréquents, on a dit, ça peut compliquer les choses en banque quand même. Peut-être qu'il a remarqué un manque de rigueur dans des dossiers, ou un défaut de ponctualité au rendez-vous. Peut-être que le relationnel interpersonnel, on l'a parlé, n'est pas si sympathique. Si le conseiller a ce genre d'image de vous, il ne va pas forcément vouloir accueillir votre association. Parce que comme vous avez votre propre grille d'évaluation, la banque suit, elle, des critères qui lui sont propres. Il n'y a pas que l'argent. Pour eux non plus, il n'y a pas que l'argent. Et ça, vous ne pouvez pas le remettre en cause. Si on vous dit non, c'est tout. Donc, sur le coup, ça peut vous paraître inexplicable, voire injustifié, éventuellement vexant. Je peux le comprendre, mais moi, je vous recommande, c'est de ne pas insister et de changer d'enseigne. Alors, en conclusion, quels sont les critères de choix pour la meilleure banque pour une association? Nous l'avons vu, et moi, je le remets dans l'ordre pour lequel je trouve que c'est prioritaire. Et il est important aussi de faire cette évaluation régulière pour réajuster au fur et à mesure de l'évolution de votre association. Donc moi, dans l'ordre, je dis la proximité et le relationnel, c'est ce que j'appelle la facilité, les deux ensemble. Ensuite, les services. Et en dernier lieu, les tarifs. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui.
Est-ce que cette vidéo vous a plu? Je l'espère. Hein. Je vous avoue que j'ai travaillé dur sur ce dossier. Ce qui est sûr, c'est que si ça vous a plu, vous commentez, vous likez, vous partagez à vos amis, ça peut leur rendre service. Et puis, pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains numéros. À bientôt!